Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à l'association et au professeur Melas et toute son équipe de m'avoir invité pour discuter d'un sujet. On va essayer d'éviter la redondance parce on l'avait déjà présenté durant le congrès de la MU nationale. Mais là, on a décidé de reprendre la question parce qu'il y a certaines interrogations et de voir aussi l'impact pratique de prise en charge. Qu'est-ce que cette nouvelle classification de l'OMS, du Blue Book, a changé ? Notamment en introduisant de manière quasi obligatoire les entités moléculaires et les nouvelles classifications moléculaires. C'est aussi un nouveau changement de paradigme qui nous a posé nous-mêmes des problèmes. L'un des éléments que je vais reprendre, pour ne pas être redondant, comme avait dit Dr Ouzine, c'est qu'est-ce qu'il y a comme impact premier. Je répéterai encore une fois que le carcinome rénal papillaire n'est plus classé en type 1 et type 2. On va les classer en bas grade et haut grade sur la base de la classification ESUP nucléaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut reprendre vos carcinomes papillaires de type 2, voir ce que c'est exactement. On se rappelle très bien, on a eu des cas cliniques assez... on s'est un peu agrippé entre chirurgiens, oncologues et anapathes. Tu te rappelles bien, Kanema. Et on avait très bien que c'était une mauvaise classification dès le départ, avec un impact pronostic et des prises en charge par la suite. Vous devez savoir à quoi vous avez affaire dès le départ, parce que ça va impacter le suivi. Donc 15% de ces cas sont des carcinomes à déficit du FH, on va le voir, du fumarate hydrogénase, ou du TFE, réarrangement du TFE3. Donc cette entité n'existe plus, elle est rebasculée dans de nouvelles entités qu'il faut rechercher. Donc ma première recommandation qui a été revoyez les types 2. Si vous avez des patients carcinomes papillaires de type 2, revoir avec votre pathologie selon l'angle de la nouvelle classification. Il y a aussi une intégration de formes morphologiques particulières. Vous pouvez avoir des carcinomes papillaires de type solide. Avant, on disait qu'il faut faire des papilles. Dernièrement, on a eu un cas avec Dr Zmouri de SFI, où c'était un papillaire qui, au départ, a été classé en carcinome à cellules rénales, cellules claires, et dans la métastase, il a métastasé sous une forme et une composante papillaire. Donc on était un peu surprise de l'évolution et aussi de la prise en charge qui a totalement changé. Donc il faut faire attention à ça. Il y a des variantes dites à polarité inversée. Ça solutionne tout. Il faut que dès le départ, le panel d'immunohistochimique soit large. On va aller sur des panels très larges dans le rein actuellement, comme dans le lymphome. Donc l'impact pharmaco-économique sur la patiente va être discuté et comment gérer ça. Donc on sera sur des panels, non pas des panels de débrouillage comme avant, mais des panels très larges et exhaustifs pour savoir dans quelle entité nous sommes. Et un variant de type Vartin qu'on n'avons jamais vu, mais qui a été intégré dans la nouvelle classification. Un mot sur les carcinomes chromophobes ou les tumeurs oncocytaires. Il faut un chapitre et peut-être même une communication sur ça, quasiment à part. Juste pour dire que le carcinome chromophobe est mieux reconnu, qu'il est de bons pronostics, qu'il faut faire un diagnostic sur le binôme immunohistochimique cytocassette-séquite, mais il faut faire attention. L'oncocytome qui était pour nous bénin, il existe des oncocytomes ou des tumeurs de type oncocytaire de bas grade qui peuvent évoluer de manière surprenante. Donc là aussi, on est dans une zone grise qu'il faut reconnaître. Nous maintenant, on répond tumeur à profil oncocytaire et à garder. Si on n'a pas tous les critères, on va en discuter des autres critères, notamment des critères moléculaires. Et là aussi, la NGS ou les tests moléculaires, la problématique du rein, et je le dirai maintenant, c'est qu'il n'a pas bénéficié. C'est un rein vraiment digne de la génétique. C'est un rein qui exprime la génétique. Dès le départ, on le disait il y a 10 ans, on le dit maintenant. Mais malheureusement, le rein, il y a des oncologues avec nous, n'a pas profité de la révolution thérapeutique et des drivers. Ce qui fait que derrière, les tests moléculaires n'ont pas suivi pour l'aspect thérapeutique. Mais les tests moléculaires actuellement devront être intégrés dans votre prise en charge pour mieux reconnaître les entités à quoi vous avez affaire. Parce que c'est ça qui a changé. Il y a une différence pronostique selon l'entité que vous allez avoir devant vous. Il y a aussi une entité qui a été remodifiée, c'est les carcinomes papillaires à cellules claires. Avant, on parlait de carcinome, maintenant on parle de tumeur. C'est une lésion bénigne, quasiment bénigne, qui se voit dans les cas des patients dialysés, dans leur suivi, leur évolution. Donc il faut bien la reconnaître parce qu'il ne faut pas aller surtraiter ces patients, ne pas assombrir leur pronostic, c'est chirurgical avec surveillance. Là aussi, il y a un profil immunohistochimique important à mettre en place et il faut éliminer un contexte de VHL. Donc là aussi, vous aurez besoin
d'un test génétique, notamment en germline, ça veut dire sur 100. Et le profil immunohistochimique est très simple, et encore une fois, la GATA3 peut faire la part des choses, en plus de la morphologie. L'œil du cyclone, ce qui nous pose des problèmes d'intégration et qui a été rajouté comme chapitre à part dans le nouveau Blue Book. On l'avait un peu survolé la dernière fois, on va aller un peu plus en profondeur, on va diver pour aller voir ce qu'on a devant nous. Tout simplement, c'est quoi la problématique dès le départ? C'est que vous avez une entité qui peut avoir plusieurs aspects morphologiques, papillaires, solides, cellulaires, éosinophiles. C'est ce qu'on va appeler des tumeurs composites. Dans ce cas-là, votre pathologiste va vous le dire, va vous le soulever. Vous devez voir votre contexte clinique, voir le panel immunohistochimique, vous vous préparez à ce que votre patient, que vous lui expliquez qu'il faudra faire de l'immunohistochimique, ça va coûter un peu plus, voire aller plus. Je sais que dès maintenant, ça va commencer à grincer des dents, peut-être vers un test génomique, pour mieux reconnaître l'entité. Donc c'est ça la problématique, et c'est ça que dès maintenant, dans votre prise en charge courante, vous devez intégrer. Pour l'instant, ces tests-là sont du out of the pocket du patient. Donc, par la suite, peut-être, il faudra discuter les remboursements. Le premier, c'est le carcinome avec un réarrangement TFE3, les anciens mythes ou expériences. Ils sont plus fréquents qu'on le croit. Je pense qu'on passe à côté. Et de plus en plus, maintenant, systématiquement sur le rein, on fait des TFE3. Il existe. On a même des cas qui ont été présentés qui ont posé des problématiques d'évolution et d'agressivité. Pourquoi? On n'a pas encore corrélé le type de réarrangement, mais on a plus de 20 avec l'évolution et le pronostic. Et c'est un travail qui est en cours. L'autre élément sur lequel je vais insister, c'est le carcinome avec un réarrangement dit TFEB. Ici aussi, l'immunohistochimie fait la part des choses. Vous avez un overlap et vous avez des aspects biphasiques qui peuvent être sous forme insulaire, sous forme solide, avec des clusters à cellules rondes et des membranes basales avec un dépôt à ce niveau-là. Ici aussi, on doit différencier entre deux types de mutations. Soit une translocation, ça veut dire qu'il y a un changement de départ, soit vous avez une amplification. Pourquoi? Parce que le pronostic change. Si vous êtes devant une translocation, vous êtes devant quelqu'un que vous pouvez suivre au long cours et vous pouvez rassurer. Si vous êtes devant une amplification, ça veut dire que la composante ou le gène est multiplié et amplifié, vous êtes devant un mauvais pronostic et un haut grade et métastatique dès le départ. Ici aussi, vous aurez besoin, si vous êtes dans un réarrangement du TFEB, d'avoir un test génomique. Donc un frais de plus ou des frais de plus. J'ai un peu parlé du LLOC, on n'en a pas encore vu, j'en ai jamais vu, mais peut-être qu'on ne le reconnaît pas. L'immunohistochimie peut aider. C'est un contexte qui peut soulever le contexte de sclérose tubéreuse de Bourneville. Et c'est aussi une enquête oncogénétique et un travail avec vos oncogénéticiens est obligatoire dans le contexte des tumeurs rénales, afin de trouver des contextes familiaux. C'est important. Voici l'aspect, les aspects composantes claires, papillaires, solides, avec l'élément clé ou le clé du diagnostic, c'est les septa fibromusculaires qui soulèvent ce diagnostic. Alors, le contexte qu'on doit rechercher le plus souvent, parce qu'il y a un contexte familial, c'est les carcinomes avec un déficit FH ou fumarate hydratase. Ça peut se voir chez les patientes qui ont des lémiomes multiples, des lémiomes aussi avec un noyau dit desmoplastique ou bizarre, ou des lémiosarcomes utérins. On ne le recherche pas, on a répondu beaucoup de lémiosarcomes, mais on ne pense pas au déficit du FH. Il peut faire aussi des carcinomes rénaux. Et ici aussi, il faut une enquête familiale et notamment rechercher une mutation du FH. Là aussi, c'est une entité qui de plus en plus prend de la place et qui faisait partie des carcinomes papillaires de type 2 anciennement. La même chose pour les SDH. Juste je rappelle que c'est un complexe mitochondrial. C'est une mutation germline et familiale qui peuvent se voir aussi dans le GIST, dans le syndrome de Carnet et dans les carcinomes rénaux composites. J'insisterai sur cet élément. Il y a beaucoup de carcinomes avec composantes sarcomatoïdes, fusiformes, agressifs. Et on n'a pas le réflexe de demander l'ALK. L'ALK est très simple. Il existe en immunohistochimie et en plus, il y a de la thérapeutique pour l'ALK. Donc, il y a des anti-ALK poumons ou dans les lymphomes anaplasiques ALK mutés. Donc, les carcinomes sarcomatoïdes, dans les carcinomes avancés, il faut demander à votre pathologiste de faire une recherche de ALK. Et c'est disponible, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Donc ici aussi, on passe à côté souvent parce qu'on n'y pense pas. Surtout dans les formes agressives, rhabdoïdes, fusiformes et sarcomatoïdes, il faut demander une recherche de l'ALK. J'ai passé du carcinome médulaire, c'est dans les cas des drépanocytoses, souvent dans la population africaine, lésions de type médulaire du CIGN avec une mutation du SMARCB1
qui peut être aussi recherché en immunohistochimie, mais pas disponible actuellement. Je fais une demande de ces anticorps, je n'en ai reçu qu'une partie et pas tous. Comment on va raisonner? En fait, on gardera le premier raisonnement, carcinome à cellules rénales claires, et on va voir quel type d'architecture nous avons devant nous. Insulaire, nous allons soulever le diagnostic de carcinome à cellules claires, demander un panel immunohistochimique adapté et peut-être une moléculaire pour être sûr qu'on n'est pas dans un contexte de VHL. Solide, et on soulèvera l'hypothèse d'un chromophobe kystique dans le carcinome multiloculaire. Donc le raisonnement et la prise en charge dépendra du type cellulaire et de l'architecture. Et en fonction, on raisonnera sur un panel immunohistochimique. Pour l'instant, l'immunohistochimique est plus accessible que le test moléculaire. Donc il faudra intégrer cette morphologie pour raisonner. Même chose dans les cellules claires, vous êtes dans un papillaire, on est dans un papillaire clair, ou tumeur, vous êtes devant un aspect hétérogène. Là, vous devez évoquer les carcinomes avec mutation et faire un panel pour orienter, TFE3, TFEB ou autre. La même chose pour les basophiliques, le même raisonnement. Type d'architecture, type cellulaire et profil immunohistochimique. Donc, le raisonnement de la prise en charge dépendra à la fois de ces trois éléments. Le type cellulaire, clair, oncocytaire, basophile, l'architecture, papillaire, solide, insulaire. Quand vous êtes dans composantes hétérogènes, réfléchissez que vous êtes dans des composantes avec mutation moléculaire et les recherchez par une première ligne d'immunohistochimie. Bon, ça a les différents aspects multicoloculaires et LOC à cellules claires, papillaires au grade. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour améliorer cela? Donner des recommandations, comme la Société brésilienne d'Anapat. Ces recommandations ont donné une première ligne immunohistochimique de batterie obligatoire selon le type histologique basé sur l'architecture et le type cellulaire, clair, éosinophile, basophile ou autre. Donc la même chose, nous sommes en train de travailler sur un référentiel du rein et nous allons intégrer cet algorithme dans le raisonnement. La même chose encore une fois, vous êtes selon quel type d'architecture, quel type de cellule, clair, basophile, éosinophile, oncocytaire et quelle architecture, papillaire, solide, composite ou insulaire. Donc la même chose. Donc le raisonnement aussi, nous avons essayé de prendre l'algorithme fourni par la société coréenne d'Anapat. La première ligne, c'est la cytocassette. On a rajouté d'autres, CD10, GATA3, Vimentine et cytoca20, FH, SCDH et ALK et TFE3. À partir de là, vous êtes à peu près à plus de 15 anticorps. Donc il faudra convaincre votre patient de les faire, aussi parfois de les payer. Donc, autre recommandation, avant d'aller plus loin, c'est que sur biopsie, il faut faire attention aux lésions oncocytaires et les lésions multiloculaires cystiques. On ne peut pas s'avancer sur la nature exacte sur une biopsie. Donc c'est une limite. Qu'on peut faire plus, on parle beaucoup de médecine de précision. Je pense qu'il y aura à faire sur ce plan-là et on devra mieux reconnaître ces entités en facilitant l'accès à la médecine de précision dans notre pays et à nos patients. Il y a une étude qui a été faite, et c'est ma première demande officielle en tant que membre de l'Association marocaine de pathologie, à votre association, même à l'AMU, c'est qu'il faudrait peut-être centraliser tous les tumeurs rénales et faire une étude concernant le profil génomique des tumeurs rénales au Maroc. Ça n'a jamais été fait, et ça pourrait nous aider sur les voies. On a transposé au poumon, on s'est retrouvé avec des mutations spécifiques, avec des pourcentages qui sont spécifiques à notre pays. Ici aussi, je pense qu'il serait intéressant de prendre le modèle de l'AFU et autres et travailler de manière collégiale pour avoir des profils moléculaires des cancers du rein sous nos cieux. Et c'est très facile, il y a des kits, les plateformes sont en train de se déployer, même pour le financement, il y a des solutions. Bon, je suis trésorier de l'AMP, je peux dire qu'on peut trouver des solutions. Mais il faudrait au moins organiser ce travail, bien le préparer et le faire. Nous n'avons pas beaucoup de reins, mais il faut bien au moins qu'on sache ce qu'on a sur la main. Pourquoi? Parce que ça permettrait de mieux connaître les prochains thérapeutiques à mettre dans des référentiels, les prochaines cibles thérapeutiques à produire. Là, c'est une étude sur 820 cas qui ont démontré sur une étude somatique en médecine de précision la possibilité de certains drivers qui peuvent être ciblés, soit par immunothérapie, soit par autre, notamment le CDKN2A, P53, la RAID1A, et qui ont été traités avec un impact sur la survie. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On est dans le start-uping, on est dans l'intelligence artificielle. De plus en plus, il y a des algorithmes qui peuvent prédire le type de mutation sur l'aspect macroscopique, sur l'aspect histologique, en intégrant à la fois les données de l'imagerie, les données
histologique, immunohistochimique et aussi de génomique. Et là encore, c'est une autre demande, une autre possibilité de recherche, de travailler sur une centralisation des cancers du rein et une étude de ces derniers avec une étude moléculaire derrière. Pourquoi? Comme c'est quand il a été fait dans la prostate, on peut avoir des algorithmes prédictifs du type histologique ou du type moléculaire. Les derniers, je les ai repris pour la dernière fois. C'est juste pour qu'on soit encore une fois très clair. 6 groupes. Devant un RCC à cellules claires, il faut éliminer les nouvelles entités, notamment les LOC. Il faut faire attention à ne pas passer à côté du TFE3 et du FH, parce que le pronostic est différent. Des cas pratiques ont été présentés la dernière fois, et il y a une problématique par la suite sur la prise en charge. Raisonner sur les tumeurs à cellules oncocytaires, c'est une entité qui est encore dans une zone grise, et utiliser l'immunohistochimie avec un binôme CD117-cytocassette, et bien reconnaître les nouvelles entités, et utiliser des panels immunohistochimiques très larges. Une chose que j'aimerais encore insister, faire de la consultation oncogénétique. Mettez les patients jeunes de moins de 50 ans avec tumeur rénale dans des bras de consultation oncogénétique. On les oublie, on passe à côté des syndromes. On en a eu un cas, on l'a récupéré. Et il faudrait que même vous, au niveau de vos cabinets, au niveau des services d'urologie, à avoir avec vous un généticien. Je vous remercie.